vais rappeler brièvement en un transparent ce que sont les nanotechnologies. Donc ce transparent illustre une certaine gamme d'échelles de longueur. Donc à l'extrême droite, vous avez le monde macroscopique dans lequel nous vivons, avec des objets métriques. Quand on divise les dimensions par 10 000, 100 000, on arrive dans le domaine du micron. Un cheveu, par exemple, ça fait 30 à 50 microns de diamètre. On continue à diviser les échelles de longueur. Après, on arrive au domaine du micron. C'est la taille typiquement des globules rouges, des bactéries, des cellules. Et ensuite, on descend au domaine, on dit encore par mille, du nanomètre, du milliardième de mètre. C'est le domaine de taille des molécules. Typiquement, un nanomètre, c'est quelques atomes posés côte à côte. Alors le petit arc-en-ciel sur l'échelle de longueur est important, c'est les longueurs d'onde de la lumière. Ça veut dire que quand on est à droite de l'arc-en-ciel, on arrive à voir les objets qu'un microscope classique. Par contre, à gauche, le terme voir n'a plus vraiment de sens parce que ces objets sont plus petits que la longueur d'onde de la lumière. On les sonde, avec la lumière, on y arrive encore avec des techniques spéciales, mais surtout avec des microscopes électroniques ou d'autres types de microscopes dont vous avez entendu parler aux séances précédentes. Alors les nanotechnologies, ou les nanosciences, c'est l'art de comprendre, d'observer, de manipuler, voire d'utiliser les propriétés de la matière à l'échelle du nanomètre. Alors, il n'y a pas de définition normalisée. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour certains, il suffit qu'il y ait une dimension, une couche mince, même si ça fait 10 km sur 10 km, du moment que ça fait quelques nanomètres d'épaisseur, c'est des nanotechnologies. Pour d'autre part, 100, 200 nanomètres, c'est encore des nanotechnologies. Alors pour montrer ce que ça veut dire, le rapport de longueur entre les atomes et le chat est le même qu'entre un grain de riz et la Terre, pour vous montrer quand même ce sont des objets assez petits. Alors avant de dire les questions que ça pose, je vais dire pourquoi on les développe. Il y a un peu trois façons de présenter les choses qui dépendent de l'interlocuteur. Alors tout d'abord, c'est une affaire de compétitivité économique. C'est-à-dire que la plupart de ce qu'on développe en technologie de l'information, dans le domaine des matériaux, de la chimie, de la pharmacie, peut évoluer en utilisant des nanotechnologies pour faire des produits qui sont de meilleure qualité, plus sûrs ou simplement moins coûteux ou plus efficaces. Donc c'est perçu comme un enjeu pour garder une économie compétitive, garder des emplois chez nous, si vous voulez. C'est le paradigme de l'innovation, de la science qui maintient l'économie compétitive. Alors on cite souvent des chiffres d'affaires très importants qui sont en fait l'extrapolation de ce qui se fait déjà en électronique, en pharmacie, en chimie. Et actuellement, il y a à peu près 1 milliard d'euros qui est dépensé dans chaque bloc, États-Unis, Europe, Japon, pour pousser ces recherches. Une deuxième façon de présenter les choses, qui n'est pas opposée, mais qui est un éclairage différent, c'est parce que vous considérez l'économie est un moyen, ce qui compte, c'est quand même les enjeux de société. Donc, les applications en termes d'enjeux de société, c'est le développement durable. On peut faire beaucoup de choses dans la manipulation de l'énergie, dans les piles à combustible, cellules photovoltaïques, etc., en structurant les matériaux à l'échelle nanométrique. On peut filtrer l'eau, faire des matériaux plus respectueux de l'environnement ou économiser des matières premières. Autre grand domaine, la santé. On peut faire des diagnostics, des traitements, voire un jour réparer les tissus. Et enfin, les technologies de l'information. Alors c'est ambigu, mais en termes d'enjeux reconnus par tout le monde, il y a la diffusion du savoir. Internet a été un grand vecteur de diffusion des connaissances. Les loisirs, on peut parler de l'industrie du jeu par exemple, et c'est aussi un vecteur de démocratie, parce que ça donne l'information disponible à beaucoup de gens, beaucoup plus facilement, qui est un siècle par exemple, c'est assez évident. Voilà. Et pour les chercheurs en particulier, mais aussi une partie de nos concitoyens, c'est aussi un défi intellectuel. Disons, il y a des enjeux pour la connaissance du monde qui nous entoure, il y a des domaines inexplorés, et c'est aussi à cette échelle que se rencontrent la physique, la chimie et la biologie, ce qui donne des perspectives assez excitantes. Alors maintenant, venons-en au vif du sujet. Alors, comme ça a été dit en introduction, il y a en fait un flou entre ce qu'est la science et ce qu'est la science-fiction. Et ce flou est entretenu en fait par un certain nombre de déclarations, d'ailleurs qui ne sont pas forcément à mauvais escient. Par exemple, on trouvait il n'y a pas longtemps, je te dis peut-être encore, sur un site de la Commission européenne, on trouvait cette phrase, vous voyez, parmi les applications des nanotechnologies, on peut citer des nanorobots de taille atomique pouvant être injectés dans le corps pour soigner les maladies. Bon, on n'en est pas encore tout à fait là, enfin ça dépend de ce qu'on appelle robot, mais quand on lit cette phrase, on peut immédiatement penser à une application militaire. Si on peut injecter des nanorobots pour soigner, il pourrait aussi faire autre chose.
Vous avez également toute une littérature, surtout américaine, c'est plus dans la culture américaine peut-être, où on rêve aux limites de la science. C'est souvent écrit par des gens d'ailleurs qui ont une formation scientifique. Ce sont des ouvrages qui sont quand même pas fantaisistes, mais qui poussent un peu les limites au bout. Ce sont souvent des gens qui ont au moins un doctorat, voire plus dans le domaine. Donc vous avez par exemple le livre de Ray Kurzweil qui considère le fait qu'un jour on aura des machines, des ordinateurs aussi puissants que le cerveau humain, voire quelques décennies après plus puissants que tous les cerveaux de la planète réunis ensemble, qu'on pourrait downloader des esprits sur des disques durs pour sauvegarder l'esprit après la mort, enfin des tas de choses comme ça. Vous avez aussi le livre de Drexler qui est assez connu, qui est un peu une source de débat. C'est sur l'idée qu'on pourrait un jour fabriquer des petits robots à l'échelle nanométrique ou micronique capables de se reproduire eux-mêmes, ce qui revient à dire qu'on redupliquerait le vivant, c'est-à-dire qu'on ferait des petits objets qui aient pas mal de caractéristiques vivantes, dotés d'une certaine volonté, capables de se reproduire et de faire des choses. Voilà. Donc évidemment, dans le chapitre 4 ou 5 de son livre, il développe l'idée qu'un jour on pourrait perdre le contrôle et que ces robots pourraient continuer à se dupliquer tout seuls sans qu'on leur demande rien et manger tout ce qui les entoure. Voilà. Vous avez un livre un peu général qui s'appelle Le Nano-Futur, où on parle de nombreuses applications assez mirobolantes des nanotechnologies. Enfin, tout ça, en général, on ne peut pas dire que c'est absolument impossible, mais c'est clairement hors de portée de ce qu'on sait faire actuellement. Mais ça fait rêver, mais en même temps, ça soulève beaucoup de débats. Alors, quand on parle de débat, je dirais, ça date d'assez longtemps, mais il y a vraiment eu un tournant au début des années 2000. Il y a un certain nombre de manifestations un peu simultanées. Vous avez un groupe canadien qui s'appelle ETC, qui est lui-même issu d'un groupe qui était anti-OGM. Et ce groupe a écrit un certain nombre de documents, il continue à le faire d'ailleurs, sur les nanotechnologies en mettant en garde sur les risques variés en termes de toxicité, de convergence avec la biologie, enfin un petit peu tout est discuté. La science-fiction s'est aussi mêlée de l'affaire. Il y avait d'autres livres là-dessus, mais là vous avez un livre qui s'appelle La Proie, qui a été traduit en français depuis, qui est assez connu, où on parle des seins de nanorobots qui sont également hors contrôle et se mettent à dévorer les gens. Enfin, ce livre-là finit bien. Voilà. Le prince Charles aussi, peut-être parce qu'il avait lu les deux précédents documents, s'est mis à faire des déclarations sur la nanotechnologie, qui a été amplifiées par la presse. Il a dit lui-même qu'il n'avait pas dit ça exactement, mais enfin, vous voyez les gros titres, c'est le prince Charles. Le Grey Goo, en fait, c'est cette gelée gelée grise composée de nanorobots hors contrôle. Donc, il dit la gelée grise menace le monde. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Les prix Nobel s'en sont mêlés, enfin, en disant en gros chacun son métier. Bon, il y a eu un débat, mais ça a eu un avantage, finalement, les monarchies ont du bon. L'Académie, la Société royale, l'Académie de technologie ont été saisies suite à ça de la question, finalement. Ils ont fait un rapport qui est très bien fait sur le sujet. Bon, vous avez d'autres mouvements, pas forcément d'opposition, de questionnement ou de discussion. Alors, en vrac, vous avez Madame Catherine Albrecht, un mouvement américain qui défend la vie privée des consommateurs, qui lutte un peu contre tous ces systèmes de traitement de l'information qui font que, entre cartes de crédit, tags électroniques, qui font qu'on est de plus en plus ciblé. Alors ça a un lien avec les nanotechnologies parce que ça permet de faire ces objets plus petits, enrobés dans la masse des produits. Caroline Lucas est un député européen vert qui parle notamment des cosmétiques, des nanoparticules, qui avait un site web où elle disait que les femmes étaient exposées à la technologie de la gelée grise à l'image des cochons d'Inde. Et vous avez le philosophe français Jean-Pierre Dupuy qui émet un questionnement sur ce que ça implique en termes de représentation du monde, sur le fait finalement qu'on ramène le monde à un système de petites machines à l'échelle nanométrique, enfin le monde, la vie, un petit peu tout, c'est un peu ce qu'on appelle une mécanisation, si vous voulez, du monde. Mais je pense que mon collègue y reviendra. Alors suite à ça, ou un peu en même temps, un certain nombre d'institutions se sont questionnées aussi, parce que ce ne sont pas des questions d'une opposition infondée, ce sont des vraies questions. Vous avez par exemple l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques en France, qui a fait un rapport sur la nanomédecine, qui s'est posé déjà ce genre de questions. Le petit rapport avec le triangle bleu, alors c'est issu en fait d'un groupe de réassureurs suisses. C'est assez étonnant, mais bon, finalement, quand on lit la préface, on comprend assez vite. Ils disent eux-mêmes, s'il y a un problème, c'est nous qui paierons. Alors, c'est normal qu'on s'intéresse au sujet. Donc, c'est un rapport qui est très bien fait. Enfin, évidemment, ils ont sous-traité. C'est pas un rapport d'assurance du tout. Ils ont sous-traité à des spécialistes. Ils faisaient à l'époque un état de l'art sur les questions de toxicité, de nanomatériaux. La Commission européenne s'en est mêlée aussi, a réuni un certain nombre d'experts pour un workshop. Ils ont planché sur le sujet.
pour donner leur avis sur les effets toxiques. Et ça a été aussi à l'origine du lancement d'un certain nombre de programmes au niveau européen. Alors il y a un certain nombre de questionnements que je vais résumer très, très brièvement. En fait, les nanotechnologies, c'est tellement vaste et tellement flou qu'on pourrait dire d'une certaine façon, c'est un peu la discussion du progrès en général. La première question qui est peut-être la plus concrète, c'est les nanomatériaux. C'est le fait de dire qu'on développe des nouveaux matériaux avec des petites structures à petite échelle, qui auront des nouvelles propriétés intéressantes, enfin, qui seront même éventuellement meilleures pour l'environnement, mais en même temps on se pose des questions. Alors c'est tout à fait d'actualité avec ce qui s'est passé sur l'amiante. Donc la question qui se pose assez naturellement, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer une nouvelle amiante? Alors c'est une question compliquée parce que des matériaux structurés à l'échelle nanométrique, en fait, il n'y a pas une nouvelle classe de matériaux diaboliques issus des laboratoires, tout est nanostructuré, vous voyez. Et je dirais plus c'est naturel, plus ça l'est. Hein. Le bois, une coquille d'œuf, c'est nanostructuré. Certaines fresques Maya déjà avaient un bleu qui était formé justement de petites molécules de colorant enrobées dans des nanoparticules d'argile. On pourrait dire que les Mayas faisaient déjà des nanotechnologies. Donc d'un côté on pourrait dire que c'est naturel, ça peut pas faire de mal. Et il y en a déjà beaucoup. Hein. La première source de nanotechnologie, en fait, c'est la combustion. Hein. Les moteurs, que ce soit qu'ils brûlent de l'essence, du gaz ou du bois, tout ça, ça fait des nanoparticules. Et il y en a à peu près, en région parisienne, 10 à 20 millions par litre. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a un débat assez logique, parce que des exemples du passé montrent que l'industrie a produit des choses, des objets, des produits de grande diffusion qui se sont révélés toxiques. Donc on pense à l'amiante, au DDT. Et d'autre part, c'est vrai que ces nanoparticules ont des propriétés spécifiques. Comme c'est petit, ça pénètre bien dans l'organisme. C'est déjà vrai pour les particules qui sont dans l'air à Paris. Mais elles sont éventuellement plus réactives pour différentes raisons. Et elles ont une très grande surface. Plus on divise la matière en petits morceaux, plus la surface est grande. Hein. C'est-à-dire que si je prends une cuillère à soupe de nanoparticules, j'ai à peu près la surface d'un terrain de football. Et en général, la réactivité, les effets toxiques, c'est aussi une affaire de surface. Donc c'est des choses qui sont très actives. Voilà. Et c'est une question qui concerne en fait un peu tout le monde. Je dirais, mais y compris si on revoit le passé sur ce qui existe, ça concerne les industriels qui hésitent à se lancer dans ces choses-là s'ils ne sont pas sûrs ce sera accepté, qu'il y aura des réglementations qui leur permettra de vendre. Évidemment, les industriels, les investisseurs, je veux dire, qui payent ces investissements, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les assureurs qui paieraient les dégâts s'il y avait quelque chose. Et les États, qui ont quand même comme mission d'édicter les normes, les réglementations qui protègent les citoyens. Voilà. Donc actuellement, il y a tout un débat là-dessus, où on parle, certains réclament un moratoire sur la nanotechnologie, on invoque beaucoup le principe de précaution, mais c'est quelque chose d'assez délicat, parce que comme je vous l'ai dit, les moteurs à explosion, l'essence, ça fait des nanoparticules, c'est difficile de dire je fais un moratoire sur l'essence aussi. Donc actuellement, le périmètre est assez flou. Donc ce qui est fait actuellement, alors ça c'est tout à fait dans la ligne du principe de précaution, c'est de lancer un certain nombre d'études qui datent, ça a vraiment commencé dans les années 2000, aux États-Unis, mais aussi en France, où on étudie les effets toxiques de nanoparticules, de façon, je dirais, professionnelle et systématique, pour regarder si c'est toxique ou pas. Alors en fait, la question la plus importante, c'est pas un nanomatériau en tant que tel, c'est le fait qu'un matériau puisse lâcher des petits morceaux, un peu comme ce qu'on dit pour l'amiante, si vous voulez, qui puissent être toxiques. Donc ce qu'on étudie, ce ne sont pas la toxicité des matériaux, c'est plutôt la toxicité des petites particules qui pourraient s'en échapper, et notamment celles des nanotubes de carbone. Donc actuellement, ce sont des travaux en pleine expansion, qui sont de plus en plus financés par des agences nationales ou par l'Europe, et actuellement, c'est en cours. Alors c'est un peu tôt pour statuer complètement, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, comme la toxicologie en chimie à ses débuts, il y a besoin d'être rigoureux. Certains voient des effets, d'autres trouvent que c'est bon, d'autres n'en voient pas. Alors c'est dû en particulier à la façon de les préparer. Donc on en reparlera sans doute s'il y a un débat, mais actuellement, il commence à se tracer un peu une feuille de route qui va mener un peu aux travaux actuels de laboratoires qui sont en pleine effervescence, jusqu'à, dans quelques années, une approche normative où on pourra dire, voilà, avoir un corpus de connaissances nécessaires pour dire, voilà, ça c'est toxique, ça ne l'est pas, ça c'est interdit, ça ne l'est pas. C'est une problématique qui ressemble beaucoup à la chimie, finalement. On sait faire des produits chimiques, et après il faut les étudier pour savoir ce qu'on a le droit de commercialiser ou pas. Alors je vais vous parler maintenant, je vais peut-être aller un peu plus vite, de l'informatique. C'est un deuxième sujet qui est complètement différent de la toxicité, qui n'est pas spécifique des nanotechnologies, mais on en parle à l'occasion des nanotechnologies parce que ça va amplifier le problème. C'est le fait qu'actuellement, vous en savez quelque chose, vous avez sûrement plein dans les poches, on a de plus en plus de systèmes communicants.
les données commencent à être globalisées via Internet. La tendance, c'est que les objets communicants seront bientôt tous reliés à Internet. Actuellement, ce sont surtout les gens qui sont reliés à Internet, mais bientôt ce seront les objets eux-mêmes. Ça commence à se commercialiser. On vend des petits lapins, par exemple, qui ont une tête qui dépend du cours de la bourse, enfin, des choses comme ça, parce qu'ils sont reliés à Internet. Mais bientôt, votre machine à laver pourra l'être, hein, pour de la télémaintenance, ou vous informer si elle a terminé sa lessive. Mais c'est vrai pour tous les objets. Et d'autre part, avec la démocratisation du GPS, beaucoup de ces appareils contiendront des informations sur leur localisation. Donc ça pose tout un ensemble de questions, mais qui ne sont pas récentes, hein, qui se posaient déjà il y a un siècle, enfin pour les pièces d'identité par exemple. C'est le fait qu'on ait à faire un compromis entre le confort, si vous voulez, et la vie privée. Par exemple, quand vous avez un téléphone portable, ça vous assure un certain confort, mais vous savez aussi qu'on peut vous localiser avec. Donc ça va amplifier ce genre de questions. Et vous avez aussi des débats plus généraux sur le fait qu'un État peut utiliser certaines technologies pour augmenter la sécurité de ses concitoyens, notamment dans une ambiance où on parle beaucoup de terrorisme ou de crimes crapuleux, mais en même temps, ça empiète sur la vie privée. Donc ça soulève tout un ensemble de nouveaux débats, mais qui ne sont pas si, je vous dis, pas si nouveaux. C'est vrai pour la carte de crédit, le téléphone cellulaire et les fichiers d'empreintes génétiques, par exemple. Voilà. Ce qui est important, en fait, dans ce genre de débat, c'est qui a le bénéfice de l'innovation. Quand vous achetez un produit, vous l'achetez parce que c'est vous qui avez le bénéfice, hein. Le fait d'avoir confiance, hein, de savoir qu'on ne va pas l'utiliser pour vous tracer, c'est d'avoir confiance dans le promoteur et que vous ayez finalement l'impression de le maîtriser, c'est-à-dire de contrôler les informations qui en sont issues. Alors j'ai plus que 5 ou 6 minutes, mais ça tombe bien parce que les dernières questions étaient résumées dans le transparent. Vous avez des questions variées qui vont être reprises par mon collègue pour la première, hein, c'est le fait que à l'interface de nos technologies, santé, médecine, on a de nouvelles possibilités, se posent de nouvelles questions qui sont un petit peu l'extension de ce qui existe déjà pour le clonage, les cellules souches, le fait qu'avec différents examens comme les biopuces, on puisse éventuellement avoir des informations sur les gens. Donc les questions se posent, qui aura ces informations? Est-ce qu'elles seront bien utilisées? Enfin, sur l'usage militaire. Donc c'est un peu la mécanisation de l'humain, si vous voulez, le fait que ces technologies donnent accès à des informations sur l'humain. Donc le numéro 4, là, c'est un ensemble de questions qui se posent aussi. Qui sont, je dirais, l'accident, l'usage militaire, le terrorisme. Vous voyez, c'est plus une question de société, c'est une question d'un dérapage au niveau d'un État, ou alors c'est le mythe du savant fou, hein, en science-fiction. Donc c'est le fait qu'on fasse quelque chose hors contrôle. Alors, les idées de Drexler de robots autoréplicants, on en est loin techniquement, mais il se pose des questions de ce genre, finalement, à l'interface entre la physique, la chimie et la biologie. Ce sont des questions, par exemple, ça existe déjà pour les OGM, il y a une des craintes liées aux OGM, qui est dû au fait qu'on puisse disséminer des gènes. Et si vous voulez, donc, dans ce cas, il y a un aspect autorépliquant, perte de contrôle. Vous avez évidemment aussi, quand on parle de la technologie, c'est alimenté aussi par la science-fiction, c'est le fait qu'on puisse faire un usage, on en reviendra, il y aura sans doute des questions, un usage militaire ou terroriste. Voilà. Et la dernière question, qui n'est pas la moindre, mais qui n'est pas spécifique des nouvelles technologies, qui est spécifique du progrès, c'est l'impact économique. Sur le dialogue nord-sud. Vous avez des questions même qui sont un peu opposées. C'est le fait, par exemple, voilà, on dépense des milliards dans les pays riches pour le confort de gens déjà riches. Est-ce que les pauvres ne seront pas plus pauvres et les riches plus riches? Enfin, vous avez tout ce débat. Vous avez la question absolument inverse, c'est est-ce qu'avec ça, on ne va pas délocaliser encore plus les emplois? C'est-à-dire, par exemple, délocaliser les services aussi avec la technologie de l'information, de façon que les pays riches soient moins riches et les pays pauvres plus riches. Vous avez la question un petit peu inverse. Vous avez des questions que se posent sérieusement déjà des juristes, hein, ou des médecins. Est-ce qu'avec ces systèmes intelligents, il y aura encore besoin de juristes ou de médecins? Ou est-ce qu'un système expert, voire accessible par Internet, ne fera pas directement une consultation médicale ou autre? Donc vous avez toutes ces questions qui se posent finalement sur l'impact économique ou sur l'organisation de la société. Voilà. Je vais conclure. Vous pouvez conclure, c'est là. Voilà. Donc, les nanotechnologies offrent des possibilités immenses, mais il est bien d'anticiper pour se poser les bonnes questions. Certaines de ces questions, en fait, sont déjà anciennes, hein. On retrouve des résonances avec l'amiante, les cartes à puce, le téléphone. Les exagérations de la science-fiction, parfois, les amplifient, mais je trouve que ça a du bon, parce que ça permet finalement d'exciter le débat, de se poser des questions. À un moment, il faut quand même recadrer. Hein. Je veux dire, ça permet aussi, il est important aussi de se concentrer sur les vraies questions à un moment. Hein. C'est-à-dire plutôt aimer s'intéresser à la toxicité plutôt qu'au nanorobot qui pourra arriver un jour. Et c'est un problème général, hein. C'est quand il y a une nouveauté, comment est-ce qu'on l'implémente? C'est-à-dire, est-ce que le marché est une régulation suffisante? Quel est le rôle du législateur, d'un État?
est-ce que dans un fonds de mondialisation, finalement, comment on décide? Parce que ça ne sert à rien d'interdire quelque chose dans un État si on arrose la planète de ce produit. Par exemple, sur France Info, il y a eu un reportage il y a quelques jours sur les biopuces, des pratiques comme ça. C'est-à-dire que c'est interdit en France, mais rien n'empêche d'envoyer une rognure d'ongle dans un pays voisin. On fait faire l'analyse et on reçoit le résultat par la poste, si vous voulez. Donc, il y a une question de régulation au niveau international. Vous avez également un fonds de compétition économique, c'est-à-dire qu'un moratoire n'a de sens que si tous les États se mettent d'accord, je dirais dans ce qu'on appelle un dialogue responsable, pour dire, bon, ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire, mais un arrêt unilatéral, je veux dire, peut avoir un effet inverse de celui escompté. Voilà. Donc je dirais, je suis assez optimiste, on y reviendra sans doute. Il y a une prise de conscience, bon, des débats comme ceux d'aujourd'hui, il y en a énormément partout dans tous les pays, hein, de nombreux aussi d'ailleurs en France. Il y a une prise de conscience globale, non pas d'un danger imminent, mais sur le fait qu'il est bien d'en discuter, d'informer le public, qu'il y ait des débats et des initiatives variées. Voilà. Et en fait, on voit de plus en plus un rôle accru des sciences humaines, parce que ça pose des questions de sociologie, hein, ça va loin, il y a l'impact sur l'emploi, l'organisation de la société, mais aussi des questions de droit. C'est une question importante, c'est est-ce que le droit actuel permet de répondre à ces futures questions, ou est-ce qu'il faut anticiper sur de nouvelles questions? Vous avez aussi des questions donc, relatives à l'économie. Vous avez beaucoup de travaux qui se développent donc, sur les risques, la toxicologie, et beaucoup de choses, d'ailleurs la Cité des sciences est citée, hein, des tentatives de débat, de discussion, de médiation sous des formes extrêmement variées, et également la naissance d'un dialogue au niveau international. Voilà, je vous remercie. Merci à Louis-Laurent pour cette vision très large d'une série, d'un flot, je dirais presque, de questions qui sont soulevées par les nanotechnologies. Est-ce que je vous propose qu'on prenne 2-3 minutes pour poser quelques questions ou quelques contributions de la salle à l'exposé de Louis-Laurent? Il y a un micro dans la salle. Je vous propose que ce soit pour l'instant des demandes de compléments d'information ou d'éclaircissement et que la discussion, on la reporte à la fin des exposés. Est-ce que certains souhaitent apporter une contribution maintenant ou poser une question à Louis-Laurent tout de suite? Je ne suis pas très encourageant. C'est une question générale et qui ne serait pas posée à vous spécialement, mais je crois que chaque fois qu'on parle d'éthique, on peut aboutir à une conclusion, c'est que les choses sont bonnes ou mauvaises suivant la façon dont on les utilise. Par conséquent, la question qui se pose de ce fait est est-ce qu'il y a relativement un certain consensus dans ce domaine? Autrement dit, est-ce que les principes moraux à la base du jugement moral, il y a un principe, si vous voulez, il y a un consensus? Oui, maintenant, c'est une question très générale. Mais c'est une question peut-être très intéressante. On reviendra tous ensemble. On y reviendra après, parce que je crois qu'elle est trop importante pour être réduite qu'à mon seule contribution. Voilà, je propose qu'on la conserve au frigidaire et qu'on la reprenne après, tous ensemble, à l'issue de... Voilà, bon, pardon de réduire la place donnée dans l'immédiat aux questions, c'est pour nous laisser plus de temps ensuite. Je passe donc tout de suite la parole à Alexei Greenbaum qui, je pense d'ailleurs, va en partie reprendre des questions qui ont été soulevées par Louis-Laurent. Tout à fait, oui, tout à fait. Le PowerPoint, s'il vous plaît. Merci. Bon, je vais justement commencer par reprendre toutes ces questions que vous avez vues à la fin de l'exposé précédent et les regrouper en 4 grandes classes des sujets d'interrogation pour un peu essayer de structurer le champ. Je dirais qu'il y a des questions relatives au discours et au problème de communication. Donc, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit à propos des nanotechnologies? Et là, il y a évidemment ce discours de révolution technologique que vous entendez, avec tous les points forts et faibles, etc., etc. Bon, c'est le premier groupe des problèmes dont je parlerai d'ailleurs. Puis il y a un deuxième groupe des problèmes relatifs à la fiction et aux visions du monde futur. Donc, laquelle de ces fictions est correcte et sont-elles utiles du tout? Est-ce qu'une fiction peut nous dire quelque chose d'important sur les questions éthiques des nanotechnologies? Puis, il y a un troisième groupe de problèmes, ce sont les problèmes éthiques que j'appelle de bas niveau. Ce sont les problèmes qu'on attaque un par un et vous allez voir tout à l'heure quelques-uns de ces problèmes-là. Et puis, il y a les problèmes
problèmes économiques et industriels dont Louis Laurent vient de parler. Je vais me focaliser sur le premier groupe de problèmes du discours et de communication, mais avant d'y venir, quelques mots à propos de chacun des 3 autres classes. Voilà, les problèmes éthiques de bas niveau. Je commence par vous donner une liste de ces problèmes-là. Ce sont les problèmes de toxicité dont vous avez entendu parler déjà. Les problèmes, les questions du droit et besoin de savoir. En gros, ce sont les questions juridiques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la législation actuelle, est-ce que les lois qui existent sont suffisantes pour régler les nouvelles questions venant des nanotechnologies, mais aussi des questions tout à fait différentes et intéressantes relevant de la frontière entre matériaux et appareils, entre les hommes et machines, et surtout, en gros, disons, entre le naturel, ce qui est naturel, et ce qui est artificiel. Par exemple, les problèmes de senseurs. Avec les nanotechnologies, on sait déjà, on a commencé, mais on saura probablement assez bientôt fabriquer des senseurs suffisamment petits pour que ces senseurs puissent être intégrés au corps humain. Il y a par exemple déjà une boîte de nuit en Espagne quelque part où au lieu des cartes plastiques standards qui permettent l'entrée par exemple dans ce club, on utilise les puces qu'on injecte dans le corps. On est un peu loin encore de l'échelle nano avec ces technologies, c'est plutôt des centaines de nanomètres, mais l'intégration de l'artificiel et du naturel relève des questions tout à fait nouvelles et fondamentales pour ce qui est de l'éthique. Et puis, encore des problèmes de bas niveau, ce sont les technologies à double usage qui peuvent être civiles et militaires. Tout cela sont des problèmes qu'on attaque un par un avec des experts dans ces questions-là. Maintenant, très brièvement encore sur les fictions. Il y a les fictions dont Louis Laurent parlait déjà, celle de Drexler. Et j'aime bien cette citation, enfin qui n'est pas de Drexler, mais de l'un de ses partisans, qui dit qu'on a besoin d'appliquer à l'échelle moléculaire le concept d'usine un peu mécanique qu'on utilise par exemple pour la production des voitures. Qu'est-ce que c'est que produire une voiture? Faire une voiture, c'est de faire des détails de cette voiture et de les mettre ensemble. Donc c'est un processus tout à fait mécanique. We are putting them. On met des parties de l'appareil mécaniquement là où on veut, et la vision de Drexler, en gros, c'était de faire la même chose à l'échelle moléculaire et atomique. Bon, ça, en fait, il y avait tout un débat qui montre que scientifiquement, ça marchera probablement pas. Par contre, il y a une autre vision qui est très intéressante aussi. Et là, j'ai une citation en anglais qui est basée, en gros, pendant que vous lisez cette citation, celle d'un chimiste de l'université d'Harvard aux États-Unis, un chimiste très bien connu, George Whiteside, où l'idée d'une usine mécanique à l'échelle nano est remplacée par une idée de machine modelée sur le vivant. Donc d'une machine qui s'auto-rassemble, dont les composantes, d'une certaine façon, savent elles-mêmes où il faut aller, ce qu'il faut faire, et il n'y a plus d'action mécanique. C'est une approche qu'on appelle souvent aussi, enfin ça fait partie de ce qu'on appelle l'approche bottom-up. Donc la construction d'un appareil, d'une machine vient de l'échelle la plus basse, donc du nano. Et c'est tout à fait différent parce que cela utilise l'auto-assemblage. C'est tout à fait différent de l'idée d'une machine, nano-machine mécanique à la Drexler. Bon, là, on appelle aussi ces machines modelées sur le vivant, on les appelle aussi des machines molles, ou soft machines en anglais, d'après un livre de Richard Jones,
qui est un scientifique anglais travaillant sur ce sujet-là. Il y a 3 différences majeures entre ces machines molles et les technologies actuelles, donc qui seront nouvelles. Enfin, ces différences ce sont vraiment des nouveautés dans ce qu'on est en train de faire et on fera bientôt. C'est d'abord le rôle du hasard, parce que quand il s'agit de l'auto-assemblage, on ne contrôle pas pas à pas ce processus. Ça se fait automatiquement, c'est de l'auto-assemblage. Et je vous rappelle qu'automaton, le mot automaton chez Aristote, par exemple, veut dire un des types du hasard. Donc le rôle du hasard. Puis l'absence de rigidité des formes, adaptabilité facile de ces machines molles qui s'auto-assemblent et s'auto-adaptent. Et enfin, le changement de paradigme. Au lieu de la physique newtonienne et les lois de l'inertie qui avant régissaient ce modèle mécanique, par exemple, enfin quand vous faites une voiture, c'est de la mécanique newtonienne. Ici, vous avez une toute autre science, c'est la science de l'échelle nano et mésoscopique, disons. Mésoscopique, ça veut dire c'est de la chimie, et les lois qui sont tout à fait importantes, c'est la notion qui est importante, qui remplace un peu l'inertie, c'est la notion de viscosité. Voilà, c'est rapidement sur ce plan-là. Puis quatrième, donc volet, les questions économiques et industrielles qui peuvent être liées elles aussi. Bon, je passe un peu vite pour vous montrer tout ce que j'ai sur ce transparent. Les questions qui sont liées aussi à ces machines molles qui sont non optimales d'un certain point de vue, parce que si ça s'auto-assemble, c'est que ça produit aussi tout un tas d'artefacts non optimaux, des résultats qu'on n'a pas voulu. Ça produit évidemment ce qu'on a voulu, parce que sinon on ne le fait pas. Mais aussi, ça peut avoir des produits secondaires qui seront là, qui seront présents. Et l'optimisation, qui est le grand paradigme de l'industrie actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On optimise pour que la machine ne nous fasse que ce que nous voulons. Avec les machines molles, il y aura forcément d'autres effets, d'autres résultats dont il faudra tenir compte. Et évidemment, je ne veux pas dire que toute l'industrie va changer, bien sûr que non, mais dans ce secteur-là, si un jour les machines molles, les machines modelées sur le vivant auront une certaine masse critique pour que ça devienne un secteur industriel et économique, on peut prévoir que peut-être les lois de l'économie de ce secteur seront un peu différentes de l'industrie basée sur l'optimisation. Bon, maintenant j'en viens à la première question qui est la mienne, celle de l'acceptation sociale et le problème de communication. Donc, qu'est-ce que disent les scientifiques? Qu'est-ce que le public entend? Et comment réagit-il? Ce sont les 3 questions qui m'intéressent. Et voici, vous avez entendu parler déjà du rapport de la Royal Society qui a été commandé après les paroles, l'intervention du prince Charles sur la gelée grise. Voici quelques phrases intéressantes venant de ce rapport. Donc, sans qu'il y ait des exemples concrets, les gens, enfin le public, les citoyens, ont été quand même capables d'analyser, de distinguer quelques points positifs et aussi négatifs à propos des nanotechnologies sans qu'il y ait d'exemples concrets. Et cela a spontanément produit des raisons pour à la fois pour qu'elles se sentent concernées et aussi pour des réactions positives. Donc c'est quoi cette réaction spontanée sans qu'il y ait d'exemple même qui est à la fois positive mais beaucoup plus souvent négative. Hannah Arendt a dit aux années 50 encore, à propos d'ailleurs d'autres technologies, celle du nucléaire, Hannah Arendt a parlé de l'incertitude qui devient un trait décisif des affaires humaines.
Et ici, je veux distinguer les 3 problèmes qui nous intéressent à propos de l'incertitude. C'est le type de l'incertitude. Ensuite, c'est ce que j'appelle les barrières cognitives. Et finalement, j'en viendrai à la dimension éthique. Bon, sur le type d'incertitude, je passe un peu rapidement. Je mentionne juste comme ça en passant que le principe de précaution ne suffit probablement pas pour caractériser précisément avec de l'exactitude le type d'incertitude posée par les nouvelles technologies, par les technologies de l'avenir. Par contre, les barrières cognitives, il y en a 3 qui jouent ici. Je vais vous montrer un exemple de l'une de ces barrières cognitives, mais bon, les 3 sont les faits de certitude, l'aversion à la non-connaissance et l'impossibilité de croire. Tout cela pour vous montrer quel type de communication et des réactions spontanées on a quand on entend parler des nanotechnologies. Et l'origine de ces barrières cognitives, c'est que la manière de décrire le problème, donc le langage qu'on utilise, a une influence énorme sur la façon dont les gens le résolvent le problème qui est posé devant eux. Et cela a été étudié par les prix Nobel d'économie, enfin le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. Amos Tversky, son collaborateur, est malheureusement mort avant que Kahneman obtienne son prix Nobel. Voici l'un de ces exemples pour vous donner des cas concrets. Imaginez que vous avez deux urnes avec les bulles dans chacune, et vous savez que dans l'urne A, il y a 7 bulles noires et puis 7 rouges, et dans l'urne B, il y a 14 balles au total, c'est tout ce que vous savez. Bon, il faut choisir une urne, soit A, soit B, et puis parier sur la couleur de la balle qui en sera tirée. Donc vous pouvez choisir A ou B, et puis parier sur la couleur de la balle qui en sera tirée, au hasard. Voilà, chacun, je crois, a déjà décidé ce qu'il va faire. Puis je vous montre la décision par la théorie des probabilités, donc la décision standard par la théorie de la décision rationnelle, du choix rationnel, c'est de choisir l'urne B. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis le résultat d'Ellsberg, c'est une très forte préférence pour l'urne A. Pourquoi B? Parce que si spontanément vous avez une croyance que dans l'urne B, il y a un peu plus, vous formez les probabilités spontanément pour vous. Vous croyez que dans l'urne B, il y a un peu plus de balles, noires que rouges, ou un peu plus de rouge que noir. Évidemment, il est rationnel de choisir l'urne B et de parier sur la couleur dont vous croyez qu'il y a plus que de l'autre. Par contre, si vous croyez que dans B, il y a exactement 50% de rouge et 50% de noir, évidemment, c'est égal, donc vous pouvez choisir soit A, soit B. Donc, quelle que soit votre croyance à propos de la proportion des couleurs dans B, il est toujours rationnel de choisir B. Si vous croyez qu'il y a un peu plus d'une couleur que d'une autre, vous choisissez B. Si vous croyez que c'est 50-50, vous pouvez choisir A ou B, c'est strictement égal mathématiquement. Donc, théoriquement, vous choisissez B, mais en fait, les sujets ordinaux, nous-mêmes, nous choisissons normalement A. Et pourquoi on choisit A? Parce que la probabilité est connue d'avance, parce qu'on a une certaine répulsion contre l'ignorance, contre la non-connaissance. Voici ce que j'appelle la barrière cognitive fondamentale. L'aversion à la non-connaissance, l'impossibilité de croire, émerge parce que l'action dépend du fait de disposer de l'information. Donc là, dans le cas des urnes de Ellsberg, vous aviez cette information sur les probabilités pour l'urne A, et les agents cognitifs ne peuvent pas agir sans avoir une information fiable et l'expérience qu'ils prennent pour étant analogue à la situation en question. Donc, s'il n'y a pas de cette information, l'action est paralysée, et c'est ce qu'on appelle la paralysie de la décision. Absence de l'information et caractère singulier de l'événement futur pour laquelle il n'y a pas d'expérience sur la base de laquelle on juge, entraîne la paralysie. S'il n'y a pas de possibilité de ne pas agir, alors l'agent n'agit pas. Si l'agent est forcé d'agir, on observe les effets de l'aversion à la non-connaissance. Donc le choix n'est pas rationnel, comme vous avez vu avec les urnes. Le choix est pour l'urne A normalement, mais ce qui est rationnel selon la théorie, c'est l'urne B.
Et l'agent fera son mieux pour obtenir de l'information, quoiqu'après une réflexion, cette information puisse se révéler même non fiable. Et c'est ce qui se passe souvent dans le cas des nanos, et je vais vous montrer juste sur le transparent d'après quelques exemples. Les leçons de cet petit exercice de la psychologie cognitive. Les décideurs humains ne sont pas des calculateurs mathématiques des probabilités. L'aversion à la non-connaissance signifie que l'on préfère toujours avoir de l'information, quelle que soit la qualité de cette information. Et ceci ne peut être surmonté que si le sujet est forcé à réfléchir aux règles et aux conditions dans lesquelles il fait sa décision. Donc si on nous laisse décider spontanément, très probablement cette décision ne sera pas tout à fait rationnelle. Bon, dans la pratique, avec les nanotechnologies, l'un des exemples, je vous cite déjà, c'était les EGM, où ça s'est appliqué pleinement, cette règle. Et avec les nanotechnologies, vous avez plein de discours révolutionnaires, et c'est pour ça que j'ai parlé au début de la révolution. Par exemple, vous avez le film Nanotechnologie de la Commission européenne qui a été largement diffusé. Vous pouvez le télécharger sur le site des nanotechnologies de la Commission européenne. Puis il y a d'autres discours qui vous disent que les nanotechnologies, ça va bouleverser le monde, ça va créer une nouvelle situation technologique dans le monde. Et comment est-ce que le public réagit? Le public établit, c'est ce que je viens de vous montrer avec le rapport anglais, des raisons spontanées à la fois, pour voir des points positifs, mais aussi pour se sentir concerné. Et pourquoi? À cause d'application de ces stratégies classiques de marketing qui très directement cause des barrières cognitives. Donc, si vous utilisez des stratégies classiques de marketing, vous avez des barrières cognitives. Sans qu'il y ait une information fiable, les agents forment quand même des opinions. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Bon, ici, l'idéal, disons évidemment, ce que je raconte ici sur ce transparent-là, c'est un peu l'idéal. Si le message de scientifique n'aurait pas été le message révolutionnaire qui est très souvent communiqué, mais un message de type « nous avons obtenu ceci, cela, voici une liste de choses qu'on ne connaît pas encore », et puis, il y en aura d'autres qu'on ne connaît pas encore. Mais par contre, même maintenant, où l'intérêt de ces résultats consiste en ceci et cela, ce type de message, justement, évite les barrières cognitives. Pour conclure cette partie sur la psychologie cognitive, pour éviter, je résume, pour éviter les barrières cognitives, selon ce que j'appelle, et ici on a travaillé ensemble un peu avec Jean-Pierre Dupuis, on appelle cela l'évaluation, la méthodologie de l'évaluation normative continue. Il faut formuler avec précaution et réflexion préalable les messages que les scientifiques envoient au public et de prendre en compte rapidement et sérieusement les réponses qu'ils reçoivent. Donc cette boucle doit devenir vraiment une boucle et non pas le chemin dans un sens unique. Et puis, deux derniers transparents. Je crois que vous voyez quand même le texte. L'évaluation normative continue, c'est une stratégie pour penser l'avenir. Quand vous pensez l'avenir, vous avez souvent l'intérêt de penser d'avoir une image de l'avenir suffisamment optimiste pour que ce soit désirable et suffisamment crédible pour engendrer des actions qui mèneront à sa propre réalisation. Par exemple, vous faites un scénario de l'avenir qui sera à la fois optimiste mais quand même crédible. Bon, en fait, ça ne marche jamais comme ça dans la pratique, mais par contre, ce qui marche, c'est l'inverse. Donc, si on désire une image de l'avenir suffisamment catastrophique pour être répulsive, mais aussi crédible pour engendrer des actions qui ne permettront pas à ce qu'une catastrophe se réalise. C'est ce que Hans Jonas, par exemple, a appelé dans son livre sur la technologie, a appelé l'heuristique de la peur. C'est comme ça qu'on procède, c'est comme ça que ça marche, et ce n'est pas par hasard qu'on parle des catastrophes possibles dans l'avenir, donc de la gelée grise par exemple, parce qu'on le fait justement pour que cela ne se produise pas. Donc la tension entre, désolé, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas traduit ce paragraphe, la tension entre le catastrophisme et l'optimisme est inhérente
pour cette méthode d'éviter les catastrophes possibles, les catastrophes futures. Et en conclusion, il faut vivre avec les graves conséquences qui sont annoncées, mais à cause du fait d'être annoncées, elles ne se produiront pas. Et c'est pour ça que vous entendez maintenant et qu'on en discute tous les grands discours de Kurzweil, etc., ou de Prince Charles en occasion sur la gelée grise. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Là aussi, l'exercice risque d'être un petit peu difficile. Je voudrais donner la parole un petit peu à la salle, mais sans que pour autant, pardon de cette acrobatie, on ouvre le débat général que je souhaiterais qu'on reporte après. Moi, j'aurais une petite question à poser à Alexei Birnbaum. Pourquoi est-ce que la liste des questions éthiques, vous les appelez de bas niveau ? Oui, de bas niveau, parce que justement, ce sont, enfin, je pensais le dire en répondant à cette question qu'on a mis au réfrigérateur, parce qu'il y a des questions de prudence, par exemple la toxicologie, des questions de comment on fait pour changer la loi qui existe maintenant. Ce sont les questions pour lesquelles on connaît un peu la procédure. Puis il y a d'autres questions qui sont un peu de niveau, si vous voulez, d'un niveau différent, qui sont des questions de grands changements que ça peut apporter. Quels sont les nouveaux enjeux éthiques entre l'artificiel et le naturel? Donc quand je dis de bas niveau, ce sont les questions pour lesquelles la procédure est claire. On sait ce qu'on doit faire pour arriver à une telle et telle solution. Merci. Ah, une question. Oui, je voulais tout d'abord juste signaler la publication toute récente en français de l'ouvrage de Drexler sous le titre Engin de création, l'avènement des nanotechnologies. C'est chez Vuibert. Voilà, ça peut intéresser les francophones. Et puis aussi, vous aviez l'air de faire une opposition assez radicale entre les nanomachines à la Whitesides et celles à la Drexler. Or, il me semble que chez Drexler, il y a deux types de nanomachines, dont certaines s'inspirent également tout à fait du vivant sur le modèle des ribosomes. Donc peut-être que l'opposition n'est pas aussi absolue que ça. Oui. Oui, vous avez tout à fait raison. Si on lit attentivement, enfin, si on revient au texte initial de Drexler, on y trouve plus de choses que les croyances standards veulent que Drexler soit. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle, enfin, j'ai parlé plutôt du paradigme de molecular nanotechnology, donc des nanotechnologies de MNT, ce qu'on appelle les nanotechnologies moléculaires, ce que la vision de Drexler est devenue dans les discussions sur cette fiction-là. Mais dans le texte initial de Drexler, il y a plus que ça. Oui, je suis d'accord. Oui. Bien, merci. Je passe tout de suite la parole à Claude Wesbusch sur ces mêmes questions des enjeux éthiques. Oui, juste un mot, le débat porte pas sur le fait qu'on saurait répliquer à l'infini par des méthodes biologiques en apportant ce qu'il faut des produits. Oui, alors. Ils vont monter le son. Donc le débat ne porte pas sur le fait qu'en utilisant la biologie, les cellules, les bactéries, on arrive à reproduire en apportant les aliments qui vont bien les espèces à l'infini. Hein, il peut y avoir prolifération biologique. Le débat, c'est sur la partie qui s'appelle MNT, Molecular Nanomanufacturing, qui veut dire nanofabrication moléculaire, où là on construit atome par atome des objets, et Whitesides dit que c'est impossible, et l'immense majorité des scientifiques dit que c'est pas possible. Je dois apprendre. Il y a un certain nombre de choses pas tout à fait exactes qui ont été dites, donc je voudrais juste les reprendre un tout petit peu, mes chers collègues, excusez-moi. On dit il y a beaucoup de choses qui sont dites par des gens qui sont experts dans le domaine, qui ont des doctorats dans le domaine. Ce n'est pas vrai. Kurzweil n'a pas de doctorat dans le domaine, Drexler non plus. Le préfacier de Drexler, qui est Minsky, non plus. Ce sont des gens qui sont spécialistes en informatique. Comme curieusement, il y a beaucoup de gens de l'informatique qui se...
sais pas, vous pouvez répondre? Non, mais il n'existe pas de doctorat de nanotechnologie en tant que tel. Non. Ça fait partie de nanotechnologie. Pas du tout, pas du tout. Le fait de fabriquer des objets nanométriques, de faire de la chimie de synthèse, non, je m'oppose. Fabriquer des objets, c'est pas tout à fait pareil que de faire de l'informatique. Et donc, je prétends que ces gens-là ne sont pas experts, mais on pourra en débattre encore un petit peu. Donc, vous nous posez la question, quels sont les enjeux éthiques des nanos? Et moi, je réponds, quelles sont les nanotechnologies? Parce que, effectivement, on parle d'énormément de choses à la fois. Et si on veut parler des risques et dangers des nanotechnologies, des problèmes éthiques, il faut parler au cas par cas. On ne se pose pas le problème, et je vous montrerai les questions que se pose le Comité consultatif national d'éthique, qui s'occupe de biologie et de médecine. À chaque fois, on se pose des problèmes concrets. Alors moi, je suis pas prêt à parler des problèmes concrets, mais des problèmes généraux des nanotechnologies, je sais pas y répondre, simplement parce que les problèmes éthiques, les problèmes de fabrication, les risques et dangers sont complètement différents. Et pour illustrer ça, je crois qu'il faut revenir à quelques images, pour encore une fois rappeler ce dont on parle. Les recherches que je fais ne me posent pas de problème d'éthique, je vous explique pourquoi. Il y a un premier sujet qui s'intéresse aux émetteurs de lumière. Il faut savoir que 10 à 20% de l'électricité part sous forme de lumière, de manière extrêmement inefficace, puisque les lampes à incandescence qui sont dans cette pièce ont un rendement inférieur à 8%, alors que les convertisseurs directs d'électricité en lumière peuvent avoir des rendements de l'ordre de 50% ou plus. D'ailleurs, dans la physique, rien ne s'oppose. Dans les lois physiques, rien ne s'oppose à ce que la conversion d'électricité en lumière se fasse avec un rendement de 100%. Et là, vous voyez, au cours des années, un certain nombre de changements de matériaux qui ont augmenté très largement le rendement des émetteurs de lumière, bien au-delà des lampes à incandescence. Alors, c'est pas encore industriel au niveau de l'éclairage. Je dois en avoir une dans mon sac, oui, voilà. C'est ces choses-là, des lampes de poche extrêmement brillantes, ne vous inquiétez pas, c'est pas des lasers. Mais c'est pas un rendement encore assez élevé pour qu'on puisse en faire vraiment de l'éclairage, et ça n'a pas un coût assez faible. Donc moi je travaille là-dessus. Par exemple, un des objets qu'a fait un de mes étudiants, c'est de faire une thèse, c'est de faire une diode luminescente, donc qui avait un rendement de 28% directement dans l'air. C'est assez remarquable, ça bat l'émission naturelle dans l'air d'un facteur 14. Un autre sujet que je fais dans ma société, c'est des puces à ADN dont on a parlé. Là encore, les puces ADN ne sont pas utilisées pour faire des analyses de paternité d'ADN à l'étranger. C'est interdit en France, mais de toute façon, c'est pas par puce ADN qu'on le fait. Il s'agit c'est un petit système, mettons, microélectronique, qui permet de reconnaître, dans le futur, vous allez chez votre médecin, dans la salle d'attente, on vous appuierez votre doigt sur un petit élément microélectronique, on vous prélèvera un microlitre de sang qui sera analysé en temps réel, et on analysera en temps réel votre ADN, les anticorps, antigènes, on vous dira voilà la maladie que vous avez en ce moment, et puis en plus on pourra vous dire avec votre prédisposition génétique, vous réagissez de telle et telle manière aux médicaments, et donc on vous donnera en même temps la dose qui est personnalisée pour votre état. Là, il n'y a pas de problème à fabriquer ces choses-là. Par contre, l'utilisation tout de suite pose un tas de problèmes éthiques. Bien sûr, si on peut mesurer l'ADN, vos gènes, etc., très facilement, bien sûr, le problème, c'est qu'est-ce que le médecin va vous dire. Mais ceci dit, c'est pas un problème qui est lié aux nanotechnologies. Alors, tout d'abord, voyez que ici, ceci n'est pas nano, ceci n'est pas petit, c'est des millimètres carrés, des centimètres carrés. Un certain nombre de choses qu'on a mentionnées dans les exposés précédents sont pas nano. Ce qui est nano ici, c'est le fait qu'on peut reconnaître à l'échelle moléculaire les molécules d'ADN, et donc on reconnaît vos gènes molécule par molécule, ça c'est vrai. Mais l'objet qui le fait n'est pas petit, et ne sera jamais petit, et j'y reviendrai. Donc le problème, effectivement, ici, qui intervient, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information. Bon, le médecin, bien sûr, est tenu par le secret médical, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir échange de banques de données, intrusion, etc. Il y a énormément de problèmes associés, effectivement, à la connaissance génétique, mais ça existe déjà.
Beaucoup d'avis de la Commission nationale d'éthique sont relatifs à ce problème. Par exemple, on sait bien qu'il y a des populations qui sont prédisposées à un certain nombre de maladies génétiques et on a décidé de ne pas les prévenir. De ne pas les prévenir parce que ça n'a pas de sens de dire à quelqu'un vous risquez d'avoir une maladie vers 50 ans et vous risquez, c'est pas probable. Et d'autre part, on n'a pas de mesure. Hein, c'est comme le dépistage précoce de certains cancers, comme le cancer de la prostate. On sait pas très bien à quoi sert de détecter à l'avance le cancer de la prostate. En particulier, en plus, il y en a un certain nombre qui se guérissent spontanément. Et on peut vivre, qui se guérissent pas, mais avec lesquels on peut vivre. Et la chirurgie est plus grave, le traitement est plus grave que ce qu'on veut faire. Donc, du coup, ces problèmes existeront avec ces machines-là. Ces problèmes existent déjà complètement. Le troisième sujet qui m'intéresse dans mes recherches, c'est de faire un livre électronique, c'est-à-dire un livre qui est fait de feuilles, et ces feuilles s'écrivent électriquement, c'est-à-dire c'est comme du papier, c'est-à-dire c'est l'éclairage ambiant qui me montre qu'il y a des lettres écrites parce qu'il n'y a pas la même absorption de lumière à certains endroits, mais je commande électriquement, localement, si ça va être blanc ou noir. Alors du coup, on n'y qu'un livre à la fois, donc on n'a plus qu'un livre, c'est le livre ultime, qu'on charge avec une mémoire ou par télécommunication. Aujourd'hui, une mémoire fait sans problème quelques gigaoctets, comme vous le savez. Donc, vous pouvez télécharger assez facilement quelques centaines de milliers de pages, des milliers d'ouvrages. Vous pouvez le mettre à jour dans les journaux. Et après, vous lisez ça, c'est votre terminal universel. Et bien sûr, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui soit comme l'ergonomie du papier, souple aussi. Et ça se fait, par exemple, c'est pas le principe physique que j'utilise, mais en ayant des petites pastilles qui contiennent de nanoparticules blanches ou noires chargées. Vous les déplacez localement sous l'effet d'un champ électrique, c'est-à-dire vous avez tout un réseau d'électrodes, et du coup, vous avez des lettres qui apparaissent, comme le cas ici. Sur le problème du partage avec les pays du Sud, par exemple, la technologie, en général, est neutre. Elle appartient pas à tel pays ou tel pays. Le problème, c'est de la diffuser. Je vous rappelle que l'Internet est plutôt positif du côté de l'accès à la connaissance. Il était hors de question d'avoir des grandes bibliothèques dans un certain nombre de pays et surtout disséminées dans les petites villes ou villages. Aujourd'hui, du moment que vous avez de l'électricité, l'accès à un réseau et à un ordinateur, c'est pas rien, ceci dit, il faut se battre pour qu'il y en ait le plus possible et partout. Ça veut dire qu'il y a des milliers ou des millions d'endroits aujourd'hui qui ont accès à la même information que dans une grande bibliothèque qui n'existait que dans un certain nombre de pays développés. Donc je dirais, ça peut être positif, c'est pas négatif, mais pour que ce soit positif, il faut y travailler. Et bien de la même manière, l'encre électronique, le livre ultime, c'est le terminal qui vous permet dans les pays où il n'y a pas d'encre, où il n'y a pas d'imprimante, où il n'y a pas de papier, et il y en a encore beaucoup, d'avoir accès à l'affichage de l'information, parce qu'il y a quand même assez souvent des cafés Internet. De la même manière, la biopuce qui fait l'analyse médicale, elle vous permet d'avoir dans les pays les plus reculés, dans les endroits les plus reculés du monde, l'accès à la meilleure technologie d'analyse médicale. Alors ça ne veut pas dire que spontanément les biopuces vont aller dans tous les pays, mais ça veut dire que vous n'auriez jamais un laboratoire d'analyse médicale de tout premier niveau, là vous l'avez directement sur une puce. Alors je voudrais parler de quelques grands domaines qui ne sont pas toujours nano, juste la microélectronique, nanoélectronique. On en parle, vous avez vu un exposé là-dessus, tout le monde n'y était pas. C'est simplement parce que je vous rappelle que c'est au moins la moitié de la recherche en nanotechnologie est faite sur les technologies de l'information et de la communication, comme d'habitude, comme pour tous les matériaux. Alors je vous rappelle que le grand succès de la microélectronique, pourquoi est-ce qu'on commence à voir tous ces objets avec nous, c'est simplement parce que le coût, en même temps que on miniaturisait, le coût diminuait en même temps. Par exemple, pour avoir 1 mégabit de mémoire, ça coûtait une maison en 73, et aujourd'hui, en 95, ça coûtait le timbre sur une enveloppe, et en 2000, excusez-moi, ça coûte l'enveloppe. Bien sûr, aujourd'hui, la mémoire électronique coûte beaucoup moins cher que le papier journal imprimé, bien sûr. Ceci dit, il ne faut pas dire, et c'est un peu ce qu'on peut croire, au fond, pourquoi on n'applique pas ça à l'automobile et pourquoi nos voitures nous coûtent aussi cher.
Eh bien, c'est parce que simplement, différence de coût, c'est qu'on fabrique en grande série en parallèle les transistors sur les circuits intégrés, sur les composants, mais aussi parce qu'ils sont de plus en plus petits. S'ils étaient restés à la même taille, bien sûr, ils coûteraient toujours aussi cher parce qu'au kilo, ça n'a pas beaucoup changé. Le poids des voitures n'a pas changé au kilo, le poids des transistors au kilo n'a pas changé. Juste pour vous montrer quand même ce que signifient ces progrès, voilà un transistor récent fait par Système Microélectronique. Là, pour ceux qui voient bien, on voit les atomes un par un. Je vais vous montrer quelques objets anciens. Voilà par exemple la complexité d'un microprocesseur en 90. Et pourquoi je vous montre que des images de 90 ? Parce qu'en 90, on peut encore faire le lien entre un objet qu'on connaît à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire un cheveu, dont Laurent tout à l'heure vous a dit que ça faisait 50 à 100 microns de diamètre, et un élément de mémoire, en 90, voilà c'est ça. Alors aujourd'hui c'est 10 000 fois plus petit, évidemment je ne le verrai pas par rapport à un cheveu. Pour vous donner à quoi ça va servir tout ça, voilà par exemple en 2012, les grandes applications en nanoélectronique qu'on pourra faire. Vous voyez que par exemple, pour faire de la reconnaissance de la parole, ou de la traduction, mettons de la traduction en temps réel. La traduction en temps réel, ça veut dire de n'importe quel locuteur, n'importe quelle langue, vers n'importe quel locuteur, n'importe quelle langue. La puissance de calcul nécessite 0,2 cm². Autant dire, ça coûtera quelques euros. Le problème, c'est que c'est la puissance de calcul. Par contre, la linguistique ne suit pas. On a fait d'immenses progrès en puissance de calcul, et comme vous le savez, vos systèmes de reconnaissance de la parole vers les ordinateurs, ça marche toujours pas terriblement, et ça progresse beaucoup moins vite en ce moment que la puissance de calcul. Juste pour vous montrer d'autres applications dont on n'a pas vraiment parlé, qui ont juste été mentionnées par Couvreur, le problème de l'utilisation de systèmes pour faire de la réparation de tissus, on s'aperçoit que les cellules aiment bien croître le long de rainures sur une surface texturée. Si on met une surface plate, les cellules partent dans tous les sens. Ce n'est pas nano, c'est micro. Parce que pour ce genre d'application, il faut être à l'échelle de la cellule. Encore une fois, les applications dépendent de l'échelle à laquelle on regarde. Et en particulier, je le dis tout de suite, si on veut faire des nanorobots qu'on implante dans le cerveau, c'est idiot. La taille du cerveau, la taille des éléments du cerveau, c'est pas nano, c'est micro. Les neurones, c'est des millimètres, c'est grand. Et les terminaisons des synapses sont pas si petites, c'est pas nano. Donc ceci n'est pas vrai. Mais alors, pour vous montrer quand même que c'est intéressant, ces choses-là, voici ce qui se passe lorsqu'on fait recroître un tendon sur une surface microstructurée. On voit que les cellules sont très bien organisées. Par contre, si on fait recroître un tendon sur une surface non structurée, les cellules croissent dans tous les sens et le tendon ne se refait pas. C'est des choses extrêmement importantes. Ça veut dire que pour les réparations du genou, du talon, etc., ces choses-là arriveront. Bien sûr, le matériau sur lequel on s'appuie, texturé, est biodégradable. Voici un autre type d'application dont on va parler Couvreur rapidement, où on va fixer des molécules à certains endroits d'un corps. Pour l'instant, c'est une souris. Lui, il a parlé de traiter après, comme on a fixé à certains endroits, on peut après aller traiter ces endroits-là. Par exemple, lui, il a parlé d'envoyer des ondes radio pour chauffer localement et pour détruire des cellules cancéreuses. On peut aussi envoyer de la lumière pour absorber la lumière et détruire les cellules cancéreuses. Juste pour vous montrer ce qui existe aussi, encore insister sur l'aspect micro. Là, je suis sur le web, j'ai été voir une société qui s'appelle Given, qui fait ces petites pilules électroniques qu'on avale et qui se propagent dans le corps. On mesure avec des balises la position dans le corps pour savoir où sont à un moment donné ces petites pilules qui possèdent des caméras qui retransmettent des images. Et donc comme ça, on peut voir l'ensemble de l'intestin, chose qu'on ne peut pas faire par aucune autre technique. Et donc avant d'opérer les gens, on peut aller regarder ce qu'ils ont. Par exemple, voilà une partie de l'intestin qui doit être bonne. Là, voilà des bonnes images, c'est des jolies images. Il y a des films, mais j'arrive pas j'ai un problème de compatibilité. Et voilà les défauts qu'on voit. Je vous montre ça pour vous dire, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et surtout, c'est pas nano. C'est millimétrique même. C'est millimétrique parce que on ne saurait pas le faire petit, parce que comme je vous l'ai dit, il faut des moyens de communication. La communication, ça consomme de l'énergie, et comme ça consomme de l'énergie, il faut une batterie, il faut
des émetteurs qui prennent de la place, et donc tout ça ne peut pas. En plus, il y a la caméra. La caméra non plus ne peut pas être petite à l'infini. En faisant des caméras avec des pixels de plus en plus petits, on a plus de résolution, mais on a de moins en moins de photons par pixel. Et donc, il faut faire autre chose pour arriver à des systèmes petits. Il y a d'autres défis qu'on essaie d'attaquer par les nanos, par exemple le problème de la transformation de l'énergie solaire. On a promis beaucoup de choses depuis beaucoup de temps. Il y a quand même quelque chose que fait la nature très bien, c'est transformer l'énergie solaire en énergie chimique. Transformer en électricité, ça suffit pas parce qu'il faut stocker. Eh bien ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais on regarde de très près comment fait la nature. La nature est très finement divisée et donc un photon solaire absorbé se propage vers des systèmes qui vont le convertir en énergie chimique. Il y a des centaines de réactions. On ne les connaît pas toutes encore pour arriver à ça. Mais aujourd'hui, par les nanos, on espère pouvoir, alors ça c'est dans une autre application, c'est pour faire des affichages, mais pouvoir contrôler les électrons qui sont créés par la lumière solaire pour les amener dans des endroits où ils se mettront à synthétiser de l'énergie. On en a encore pour au moins 20 ans à arriver à faire des choses comme ça. Alors les nanorobots, je vous en parle pas. Ceci est quand même beaucoup, beaucoup plus facile à faire. Donc je voudrais parler maintenant un petit peu de l'éthique. Et tout d'abord, il faut faire la différence entre ce qui est des nanosciences, c'est-à-dire ce qui est l'étude de nouveaux phénomènes en laboratoire, essayer de comprendre la nature, essayer de faire des nouvelles choses, et puis les nanotechnologies qui sont de la mise en œuvre soit de nouvelles solutions, soit de réponses à des défis. C'est tout à fait différent. Là, il y a un objectif. Là, peuvent se poser des problèmes éthiques, beaucoup moins en nanosciences, à moins qu'on fasse des manipulations hasardeuses type savant fou, mais c'est pas souvent le cas quand même. Mais par contre, en technologie, effectivement, en nanotechnologie, il faut se poser toujours la question de à quoi ça va servir. Il est évident que si l'intérêt sociétal, y compris économique, d'une nanotechnologie n'est pas prouvé par rapport à une solution classique, autant garder la solution classique. Là-dessus, j'ai pas d'état d'âme. Alors, je voudrais simplement vous donner quelques exemples de choses. Je vous ai donné déjà quelques exemples de choses qui ne sont pas réalisées. Je vous en donner d'autres. Par exemple, dans l'introduction à ce débat aujourd'hui, on vous dit, si on vous déplaçait une à une des molécules d'un morceau de charbon pour les placer à notre convenance, on en ferait un diamant. Eh ben, je vous dis tout de suite, c'est pas demain la veille. Il y a des tas de choses des lois de la chimie qui interdisent cela. On n'est pas prêt de le faire. C'est pas comme ça qu'on fait des diamants artificiels. De la même manière, mais très simplement, pour changer le plomb en or, hein, si je regarde la chimie, je connais ma chimie, il suffit d'enlever au plomb 7 neutrons et 3 protons. Alors, il y a des gens, c'est juste 10 particules en tout. Alors, il y a des gens qui ont prétendu faire ça il y a très longtemps. Malheureusement, c'est tellement secret qu'ils ont porté leur secret dans la tombe. Mais on peut toujours promettre qu'on va faire des choses. Ça se passe pas comme ça. Alors, par exemple, quelques exemples de choses qu'on a promis. Voilà ce qu'on promettait en 89 sur l'électronique moléculaire. Une porte logique qui sera 10 000 fois plus rapide que la porte en silicium. Bon, ça, c'est pas vrai, déjà 10 000 fois plus rapide à l'époque, ça faisait déjà des vitesses fantasmagoriques. Déjà à l'époque, ça c'est des gens qui connaissaient pas le silicium. Et ce système-là n'a jamais été réalisé. Donc 89, 2006, il y a 17 ans. Il n'a toujours pas été démontré, et de loin. Voici par exemple un article du scientifique américain sur les transistors moléculaires, sur l'électronique moléculaire. Vous voyez, alors donc les gens avaient fait une expérience avec une molécule, ils voyaient un effet, la molécule changeait lorsqu'on appliquait une tension. Et puis au-dessus, ils vous présentent un transistor. Ils vous présentent j'ai un problème de batterie, d'énergie moi aussi. Et un transistor, vous voyez qu'il y a une grande différence. Là, il y a 2 électrodes, là, il y a 3 électrodes. Un transistor, c'est un système électronique de commande où on commande le courant entre 2 électrodes, la source et le drain, par une grille au-dessus. Là, un système à 2 électrodes. On sait depuis 40 ans qu'on ne sait pas faire de circuit intégré, de circuit logique intéressant avec ce type de système. Et pourtant, alors que c'est une diode moléculaire, tout l'article s'appelle transistor moléculaire. Et c'est ainsi de suite dans les promesses. Et du coup, par exemple, en 90, vous voyez, en 90, là-haut,
dans un hebdomadaire, ça c'est la presse, c'est le rôle des médias. On vous disait, le programme GESI n'est pas suffisant. L'industrie européenne de l'électronique est morte. On ne peut pas rattraper ce qui se passe en industrie semi-conducteur. Or, il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait aucun industriel européen parmi les 10 premiers mondiaux. Aujourd'hui, il y en a 3. Donc, on disait ça. Et puis après, on disait, il faut remplacer par l'électronique moléculaire, l'arsenal de gallium et l'ordinateur optique. Toutes choses qui sont mortes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas forcément croire ce que les scientifiques promettent. Alors, par exemple, de ce que promettent les scientifiques, voici le nano-assembleur de Drexler, où il dit, au fond, avec une grosse machine, on sait faire des plus petites machines. Avec une fraiseuse, on peut faire des objets plus petits. Donc, il suffit de penser qu'on saura faire des machines de plus en plus petites pour, à la fin, pouvoir assembler des atomes un par un. Alors, comme je vous l'ai dit, les atomes un par un, ça s'assemble pas facilement, même si on peut en voir de temps en temps. Voici, par exemple, une machine, un système d'atomes de cuivre, de fer sur une surface de cuivre, et on a réussi à les déposer, à les organiser. Alors, ça a mis un certain nombre d'heures pour faire cette expérience. C'est extrêmement long. Et ensuite, c'est pas n'importe quels atomes qu'on peut déplacer. C'est des atomes qui sont pas réactifs ni avec la pointe ni avec la surface. Et donc, non, le carbone avec le carbone, ça marche pas. Ça réagit pas. Alors même si on peut mettre des milliers de pointes, vous voyez que là, c'est un système à 1000 pointes qu'a réalisé IBM, un tour de force. Par contre, les pointes ne sont pas si petites que ça. Elles sont c'est des dizaines de microns. C'est pas petit. D'accord, on peut faire et ce qu'on assemble là, ce qu'on fait là, c'est pas des atomes, on fait des trous, on implante des trous dans une matière assez molle. Alors encore une fois, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'on pourra réaliser des choses en biologie, on pourra en débattre. Il y a tout un système qui permet de faire de la chimie et ad vitam aeternam en ayant mis un programme de fabrication de molécules dans de l'ADN, l'avoir transcrit en ARN, et après, il y a une fabrique à molécules, à protéines, qui s'appelle le ribosome. On fait toutes les molécules de notre corps humain avec ça. C'est extrêmement compliqué. À chaque fois, il y a des centaines de réactions qui sont mises en place. C'est pas du tout mécanique. Alors qu'on puisse faire ça et le modifier, on le fait déjà tous les jours. On sait changer le gène d'une bactérie pour qu'elle produise telle ou telle molécule chimique. J'ai un tableau là de toutes les choses qu'on nous a promises dans le temps, la supraconductivité à haute température, il y avait des révolutions, la fusion froide, etc. Et les nanotechnologies, pour moi, c'est beaucoup de sciences et technologies intéressantes. C'est sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à faire. Il y aura beaucoup d'applications incrémentales. Les révolutions, c'est pas là. Et ce qu'on a écrit dans le rapport des académies en France, des académies de sciences et technologies, c'est de dire les nanotechnologies permettent de repenser, de reprendre un certain nombre de problèmes tels que l'énergie, la purification de l'eau, l'analyse médicale, les médicaments, etc. C'est un certain nombre de choses qui vous ont été prouvées, qui vous ont été montrées au cours de ces sessions. Le molecular nanomanufacturing, non, c'est... Et encore une fois, les trucs de Drexler, j'ai beau chercher, je ne les trouve nulle part dans des documents, c'est-à-dire dans les recherches. Moi, j'attends qu'on me montre sur ces grands risques, sur ces nanorobots, sur cette gelée verte, les recherches qui existent sur le sujet, les publications qui existent sur le sujet. J'ai été encore revoir hier sur le site web américain toutes les recommandations et conclusions. Il n'y a rien qui concerne ce sujet. Donc ce sujet est un immense sujet de débat, il y a plein de publications sur le web, de philosophes, il y a plein de choses, mais scientifiquement, moi je n'ai pas vu, mais je me suis dit, je me trompe peut-être, j'attends qu'on me les montre. Juste 2 minutes, juste pour, encore une fois, vous montrer le pouvoir des mots. On dit la poussière intelligente, il y a un concept qui s'appelle la poussière intelligente, et on dit, la poussière intelligente, il y aura partout des capteurs qui vont nous espionner. La poussière intelligente, il faut aller voir sur le site web ce que c'est forcément quelque chose qui fait 1 à 2 mm de taille, simplement parce que pour avoir de l'énergie, il faut avoir cette taille-là, et du coup, on communique quelques centaines de bits par heure, pas par seconde, par heure, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour garder le truc en fonctionnement.
Juste pour parler donc des mécanismes de régulation, je dirais que s'il faut réguler le domaine, il y a la sélection des programmes. Lorsqu'on fait des recherches en biologie, par exemple, on vous demande toujours quels sont les problèmes éthiques soulevés par vos recherches, etc. Les experts évalueront si vous avez correctement répondu à la question. Il y a de la recherche sur les risques. Il y a des domaines de nanotechnologie, les matériaux très divisés, les nanoparticules, qui peuvent présenter des risques spécifiques. Il faut absolument les étudier. Il faut des comités d'éthique. Moi, je suis pour qu'il y ait un comité d'éthique en nanotechnologie. Je pense qu'il n'aura pas grand-chose à faire tout de suite, mais pourquoi pas. Il y a les assurances. On vous a mentionné les assurances. De toute façon, pour avoir une activité industrielle, l'industriel doit être assuré. Et si on considère que les risques, les dangers n'ont pas été identifiés, eh bien les assureurs refuseront d'assurer. Je vous signale qu'aujourd'hui, avec ce genre de problème, les gynécologues obstétriciens ne sont plus assurés en France. C'est un sacré résultat quand même. Il y a la justice qui permet d'organiser le débat public, il y a le débat public, il y a l'État, les régulations, et surtout les gens qui décident qu'on a élu le Parlement. Merci. Merci.